Bonsoir tout le monde. Merci à tous d'être là avec nous. Alors, pour cette conversation, on va parler de culture triangulaire, continuité et discontinuité culturelle, avec Pascal Luce, qui est un des danseurs de la compagnie Parterre depuis un certain temps et qui m'a assisté sur notamment Matière Première, le spectacle qui va jouer ici au Métallo le 24 et le 25 janvier, qui est basé sur des danses africaines urbaines et traditionnelles aussi. Aujourd'hui, en tout cas, on voudrait parler des origines des danses urbaines, ou plutôt des danses sociales urbaines de manière générale, et un petit peu de comment les choses circulent entre la tradition, la modernité, entre les territoires aussi, et finalement, est-ce qu'on invente des choses ? Comment, en fait, à des moments, on identifie des courants artistiques ou des courants culturels, et pourquoi il y a des noms, pourquoi les choses évoluent, etc. Donc, le titre « Culture triangulaire », c'est vraiment pour montrer qu'il y a toujours, dans les danses sociales urbaines afro-américaines, il y a cette circulation entre l'Afrique, l'Amérique, du Nord, du Sud, et puis finalement aussi jusque chez nous en France ou en Europe, où finalement grâce à, je ne sais pas si c'est grâce, mais par l'hégémonie culturelle américaine, on s'est réapproprié aussi ces danses afro-américaines. Et finalement, qu'est-ce qu'on se réapproprie, qu'est-ce que ça raconte et d'où ça vient ? Est-ce que c'est vraiment la culture américaine qu'on s'approprie et voilà. Et finalement, aujourd'hui, on a aussi le même phénomène avec les danses africaines urbaines, puisque les danses africaines urbaines, finalement, sont un peu aussi issues de déplacements de population. Alors, ce n'est pas les mêmes échelles, mais c'est notamment l'exode rural des villages, en tout cas de différentes personnes qui se retrouvent dans les grandes villes, puisque c'est quand même une nouveauté, les grandes métropoles un peu partout, hein, et plus en Afrique que chez nous en Occident, si on peut parler d'Occident, en Europe peut-être. Et donc, y a finalement des phénomènes qui se reproduisent, qui se sont produits de la même manière aux États-Unis, avec les déplacements de population qui étaient à une autre échelle et beaucoup plus forcés, pour ne pas dire autre chose. Donc voilà. Alors, du coup, on va discuter avec Pascal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Pascal a rencontré des pionniers du popping, je ne sais pas s'il faut parler de popping, mais de danse hip-hop. Alors voilà, ce que je voudrais que tu nous racontes, Pascal, c'est on dit que le hip-hop a été créé dans les années 70 ou 80 à New York, dans le Bronx, et voilà, ça a été créé. Je pense que quand on dit ça, on occulte beaucoup l'histoire. Bien sûr, on a appris toutes ces danses-là, nous, de seconde main en France. Mais ce qui est intéressant avec ton parcours, c'est que toi, tu as rencontré des pionniers. Et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment ces gens-là ont commencé la danse, est-ce qu'ils ont commencé à un moment ou pas, et un petit peu tout aussi comment ils t'ont transmis et ce que tu peux en déduire. Ok. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, c'est vrai que moi, je danse depuis 25 ans. J'ai rencontré donc en effet des danseurs de popping et de locking il y a déjà dès le début, dès que j'ai commencé cette danse. Alors, j'ai rencontré déjà des gens qui ont développé ces danses dans les années 70, 80. Et c'était assez étrange à découvrir pour un jeune Français, parce que quand vous êtes un jeune Français, vous avez connu ces danses par rapport aux clips, par rapport aux vidéos, par rapport à toutes ces choses-là. Et c'est assez délicat de plonger dans cet univers quand on est adolescent ou jeune adulte. J'ai rencontré tout d'abord un groupe qui s'appelle Electric Boogaloo et des membres des Lockers. Qui sont vus comme vraiment les pionniers de ce mouvement, du locking et du popping, qui sont deux danses du mouvement dit hip-hop, qui est un terme générique. Pour eux, c'était plus une façon de diffuser ce que eux faisaient vraiment de manière isolés, c'est-à-dire que pour eux, c'était des danses qui venaient de chez eux, de leur quartier, de leur ville, qu'ils pratiquaient comme ça sans savoir vraiment ce que ça allait donner ensuite. Il n'y avait pas de répercussions plus que ça à la base pour eux. C'était vraiment juste un moyen d'abord de s'amuser. C'était des jeunes adultes, des adolescents. Et voilà, pour eux, c'était vraiment ça. Et ils venaient d'où, en fait ? D'un quartier particulier ? Est-ce que c'est tous les États-Unis ? Est-ce que c'est une région en particulier ou une ville ou... Alors là, pour le coup, c'était des gens qui venaient de Californie. Donc, Electric Boogaloo, c'est des gens qui viennent en majeure partie d'une petite ville qui s'appelle Fresno, qui est une petite ville un peu plus de campagne. Et on a sinon, après, le mouvement s'est développé plus vers Los Angeles, donc dans les plus grosses villes, dans les plus grosses métropoles comme ces villes-là.
Et ensuite, ça allait très vite. C'est des danses qui sont nées autour des années 76, 77. Le locking un peu avant, dans les années 71, 72. Et ensuite, qui se sont répandues dans Los Angeles dans les années 80. Et dès que ça a touché Los Angeles, ça allait très vite. Parce qu'après, il y a Hollywood derrière qui s'est approprié le truc et qui l'a mis en vidéo et en film. Et l'émission Soul Train, entre autres. Et l'émission Soul Train qui est arrivée un peu avant tout ça, c'est-à-dire à la fin des années 60 et au début des années 70, où là, le but de cette émission, c'était vraiment de diffuser les danses sociales afro-américaines. La particularité de cette émission, c'est que c'est une émission, la première émission afro-américaine qui s'est diffusée nationalement aux États-Unis. C'est-à-dire qu'avant ça, on n'avait pas d'émission spécifique afro-américaine qui touchait tout le pays. C'est vraiment cette émission, une émission de danse et de musique, où on voyait du coup des danseurs, de jeunes danseurs, et vraiment très jeunes. On parle vraiment d'adolescents ou de jeunes adultes, là, qui venaient juste danser sur des musiques d'artistes très connus déjà à l'époque, James Brown, Sly and the Family Stone, même Michael Jackson, Jackson 5 et compagnie, et on voyait juste des jeunes danser pendant cette émission et on les filmait eux. C'était la particularité de cette émission, c'est qu'on filmait beaucoup les danseurs et aussi les artistes bien sûr qui chantaient, mais ça se concentrait surtout sur les danseurs. Et c'est ça qui était intéressant parce qu'après du coup on avait vraiment tout un phénomène dans tout le pays où on voyait les jeunes du pays qui s'inspiraient de ce qu'ils voyaient, ils pouvaient s'identifier beaucoup plus facilement et du coup s'approprier aussi ce qu'ils voyaient, à la fois s'identifier parce qu'ils faisaient les mêmes danses et à la fois découvrir des nouvelles danses. Et c'était ça qui était assez intéressant avec cette émission. Alors attends, tu viens de dire s'approprier parce qu'ils faisaient les mêmes danses et aussi c'était des nouvelles danses. C'est ça que, en fait, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de c'est quoi une nouvelle danse et finalement pourquoi ces jeunes avaient besoin de s'approprier des danses. Est-ce qu'eux-mêmes ils ne dansaient pas et en fait aussi ça, peut-être c'est une vision peut-être française ou européenne de se dire qu'on a besoin de s'approprier une danse parce qu'on a perdu un petit peu nos traditions et notre rapport à la socialité et aux danses. Mais aux États-Unis, c'est pas vraiment pareil, il me semble. Et est-ce que c'est différent aussi chez les Afro-Américains et chez les autres classes de l'immigration? Parce que là-bas, on a vraiment une société qui est beaucoup plus communautariste. Donc avec, bien sûr, la ségrégation pour les Afro-Américains qui a fait qu'ils étaient vraiment groupés entre eux, même si ce n'étaient pas les mêmes ethnies, les mêmes origines traditionnelles. Donc ils ont dû quelque part quand même recréer une socialité de la danse et ça a donné peut-être naissance à quelque chose, on va peut-être développer après. Ouais. Mais est-ce que c'est que chez les Afro-Américains? Est-ce que c'est aussi chez les autres communautés aux États-Unis? Et voilà, est-ce qu'on peut... C'est beaucoup chez les Afro-Américains, mais aussi chez les Latino-Américains, aussi chez les Natifs américains. Et aussi chez les Caucasiens, aussi chez les Blancs, il y a aussi Les Blancs, c'est pareil, on peut peut-être distinguer les Italiens, les Irlandais. Les Italiens et tout ça, bien sûr, vous avez les Irlandais, vous avez ceux qui descendent des Irlandais, ceux qui descendent plus des Anglais et des Français, puisque vous avez aussi le sud des États-Unis, c'est ça. Et vous avez ce qu'on appelle, par exemple, dans le sud des États-Unis, vous avez toutes ces danses texanes où vraiment chacun a déjà son identité. Qui vient d'où cette identité? Elle date de quand? Les Texans, par exemple, on ne sait pas, on n'est pas là, on n'est pas Texans. Mais est-ce qu'il y a des danses qui ont été inventées? Enfin, pourquoi des gens à des moments s'approprient les danses des autres? Alors attends, parce que tu m'as posé plusieurs questions en peu de temps. Excuse-moi. On était sur le Soul Train. Le Soul Train, déjà, pourquoi les jeunes voulaient apprendre des nouvelles danses? Alors, dans les cultures afro-américaines, tout comme moi je viens des Antilles, aux Antilles c'est pareil, dans les Amériques c'est pareil, dans le Sud-Amérique c'est pareil, vous avez pas eu de tabla rasa, vous n'avez pas eu de séparation, c'est-à-dire même si vous avez eu l'esclavage à un moment donné, cet événement traumatisant et tout ça pour des millions de personnes, même si vous avez cet événement, vous n'avez pas eu de coupure, c'est-à-dire que les gens ont continué à danser, les gens ont continué à faire de la musique, à les mélanger, parce qu'on venait pas tous des mêmes pays, ils venaient pas tous des mêmes pays, ils venaient pas tous des mêmes endroits, ils parlaient pas tous les mêmes langues, ils venaient tous du même continent peut-être, mais voilà, c'est un continent, c'est gigantesque. Donc du coup, on pourrait croire que ça a annulé le truc et qu'ils ont dû recommencer à zéro, mais c'est pas ce qui s'est passé, ils ont mélangé. Il y a eu un phénomène, comme on peut dire, de créolisation.
Mais ils ont mélangé et tout ça a continué à évoluer à partir du moment où ils sont arrivés encore une fois, jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusqu'à encore aujourd'hui. Du coup, quand vous avez ces jeunes dans les années 60-70 qui regardent le Soul Train et qui se disent et qui voient des gens faire des danses qu'ils font et des danses qu'ils ne font pas, c'est surtout un phénomène plus de qu'est-ce qui est à la page, qu'est-ce qui ne l'est pas. En fait, c'est surtout ça. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que ça, c'est la danse du moment, sur la musique du moment. Surtout qu'à l'époque, les musiques étaient très axées sur la danse en elle-même. C'est-à-dire que vous avez des musiques qui pointaient du doigt, faites cette danse, faites telle danse, comme on peut entendre chez des artistes comme James Brown, chez Rufus Thomas. Est-ce que tu peux donner des exemples? James Brown, par exemple, il y a le mashed potatoes. Voilà, il y a le mashed potatoes, il y a le boogaloo, il y a le breakdown, il y a le Watergate, tout ça, c'est des danses sociales. Vous avez aussi le funky chicken, le funky penguin. Vous avez Rufus Thomas qui est un artiste à la base de blues, mais qui a évolué et de bebop et qui a évolué et qui est arrivé ensuite au soul, R&B et tout ça, et qui lui faisait des morceaux où il disait do the funky chicken, do the funky penguin, c'est-à-dire faites telle danse, faitt le funky chicken, faites le funky penguin. Et le but après dans les années 60 et en tout cas dans les années 70 et encore aujourd'hui, c'était vraiment de connaître la dernière danse du moment et de pouvoir se l'approprier et voilà. Mais c'est quoi la dernière danse du moment? C'est compliqué, c'est un seul pas. C'est quoi le lien avec la musique? Et pourquoi aujourd'hui on fait du popping et du locking et pourquoi on fait pas du funky penguin ou du boogaloo voilà. La danse du moment, c'est souvent, ça existe encore aujourd'hui. C'est souvent la danse sur la musique la plus populaire du moment. Ça s'arrête souvent à ça. Donc c'est souvent un mouvement qu'on répète. Qui peut durer 4 temps, 6 temps, peu importe. Mais voilà, c'est souvent quelque chose qui se rattache à une musique, à une tendance musicale et rythmique, à une esthétique aussi visuelle. Et vous avez les jeunes, souvent, qui se réapproprient le truc et qui essaient comme ça de faire partie d'un mouvement actuel, tout simplement. Et ensuite, vous avez à partir de ces danses-là, pourquoi aujourd'hui on ne fait pas trop le funky penguin ou toutes ces danses sociales? Parce que ces danses sociales évoluent avec la musique. Donc si la musique évolue, les danses vont évoluer. Par contre, vous avez des gens, à un moment donné, des groupes de personnes qui ont figé ces danses-là et qui se sont servis de ces danses-là pour créer des formes artistiques plus complexes. Comme par exemple le popping, le locking, le b-boying, le b-girling, tous ces mouvements où on a vraiment des danses, des formes artistiques plus complexes avec un abécédaire, avec une structure qui permet d'improviser, qui permet de s'exprimer avec plus de complexité, quoi. T'es presque en train de dire que c'est des danses académiques, là, parce que tu parles d'abécédaire, de structure. Moi, déjà, b-boying, b-girling, pour moi, c'est la même chose. Juste pour préciser pour les gens, c'est la même danse. C'est le break, quoi. Et juste pour que le vocabulaire soit éclairci. Mais moi, personnellement, donc moi, je viens du break. Donc toi, tu viens du popping. Et en break, je pense qu'on a beaucoup moins de noms de mouvements. Et en tout cas, quand on a des noms de mouvements, souvent, on les transforme selon, même en France. Par exemple, il y a un truc qui va s'appeler tic-tac à Paris, qui va s'appeler aile de pigeon à Bordeaux. Il n'y a pas forcément... On a vraiment... Dans le break, nous, on a toujours eu vraiment du mal avec l'idée de base obligatoire, etc. Et il y a vraiment le principe d'improvisation qui est très, très présent, et de créer ses propres mouvements, ou en tout cas au moins son propre style. Et après, c'est en train de se perdre avec l'académisation du break, le côté très compétitif, performatif qui arrive aussi, entre autres avec les JO, etc. Mais en tout cas, moi, à l'époque où j'ai commencé dans les années 90, j'ai fait du break aussi parce que j'avais pas envie qu'on me dise, parce que je faisais à l'époque du popping, du locking et du hip-hop freestyle et de la house. Mais en fait, ça m'énervait de devoir connaître tous les pas et qu'on me dise non, c'est pas ça le pas. Et donc, c'est pour ça que je me suis vraiment plus épanouie dans le break où on me laissait un peu tranquille. Donc du coup, pourquoi tu parles de complexité, de structuration dans ces danses-là? Et qu'est-ce qui fait qu'elles ont perduré et qu'elles sont encore... Alors, peut-être qu'il faut distinguer pourquoi elles ont perduré aux États-Unis. Est-ce qu'elles ont perduré aux États-Unis? Et pourquoi elles ont perduré chez nous? Mais moi, je pense que si elles ont perduré, c'est justement parce qu'il y a une structure. C'est-à-dire que la structure, ça fige dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment donné, ces danses-là, ont été faites sur certains styles de musique, sur une certaine esthétique, un certain imaginaire. Et ensuite, cet imaginaire et cette esthétique, on la garde
Et on peut jouer avec sur d'autres musiques et d'autres imaginaires. Mais on doit partir d'un point figé quand même dans le temps et dans l'espace pour pouvoir le faire évoluer après dans le temps. C'est une forme d'académisation, bien sûr, mais faite par des très jeunes. Encore une fois, on parle d'adolescents et de jeunes adultes qui structurent les choses pour pouvoir se les transmettre, pour pouvoir, eux, se structurer un minimum pour offrir ensuite des spectacles, des shows, des choses de cet ordre-là. Donc finalement, la notion d'objectif, c'est-à-dire que, par exemple, les Electric Boogaloo et les Lockers dont tu as parlé tout à l'heure, moi, je les ai connus par Soul Train, enfin plus tard évidemment, dans les années 70, je pense, où en fait ils ont vraiment lancé effectivement ces danses-là dans tous les États-Unis. Et après, nous en France, quand on a fait nos recherches, on a retrouvé ces infos-là qu'on n'avait pas forcément de première main, parce que nous on a plus connu par les films hollywoodiens comme Flashdance, des choses comme ça, enfin à grande échelle en tout cas, pour les gens qui connaissaient pas forcément les bonnes sources, oui. Parce que Soul Train ça passait pas en France. Oui, oui. Donc est-ce que finalement c'est pas parce qu'on leur a demandé de faire un spectacle aussi qu'ils se sont structurés et qu'ils ont mis en place ce vocabulaire et tout ça parce que en fait il y avait la socialité était mise au service finalement de quelque chose de différent. Donc c'est-à-dire qu'on n'est plus là pour danser juste en boîte de nuit ou avec les potes, etc. On est là pour travailler. C'est-à-dire qu'à un moment donné c'est aussi ça. Ce qui s'est passé dans les années 60 quand les Lockers sont arrivés, les Lockers c'est ce groupe qui a développé ce style de danse qu'on appelle le locking à la fin des années 60, début 70. Ce qui s'est passé c'est que depuis les claquettes, c'est-à-dire depuis les années 50, début 50, on n'avait plus les danseurs, en tout cas aux États-Unis, on n'avait plus les danseurs qui étaient mis en avant. Les danseurs étaient souvent derrière les chanteurs, ou alors dilués dans un contexte de films musicaux. On n'avait plus les danseurs qui étaient mis en avant juste pour leur danse. Bonjour, voilà, je suis un danseur, je vais vous faire un spectacle de danse. Il n'y avait plus trop ce truc. Ça venait un peu de la culture aussi de la comédie musicale, etc. Tous ces films avec des danseurs, danseurs connus comme les Nicholas Brothers. Et ça, c'était plus dans les années 40, ça a commencé même avant. Et on n'est plus dans ça, dès les années 60, on n'est plus dans ça. Dans les années 60, tout ça, ça a un peu disparu. C'est présent plus avec la danse jazz, mais en tout cas, dans les danses plus populaires, ça n'existe plus trop. Les Lockers ont réamené ça, c'est-à-dire ce groupe a ramené le concept de mettre en avant les danseurs pour la danse, juste les danseurs. Et ça n'existait plus. Et du coup, quand on voit par rapport avec le popping et les Electric Boogaloo, c'est un peu ce qui s'est passé aussi. C'est-à-dire que les Electric Boogaloo ont pris exemple sur les Lockers. Donc les Electric Boogaloo, c'est eux qui ont lancé le popping, oui. Et les Lockers qui ont lancé le locking, mais donc les Electric Boogaloo sont arrivés un petit peu après. On est d'accord. C'est ça. Les premières vidéos des Lockers dans le Soul Train, je crois que c'est 72-73, je suis pas hyper sûr. Et les premières vidéos d'Electric Boogaloo, c'est 79 dans le Soul Train aussi. Donc c'est à quelques années près. Donc, encore une fois, des jeunes qui n'ont même pas 10 ans de différence entre eux, une génération même pas. Vous avez deux styles de danse différents. Mais vous avez aussi, parce qu'à quelques années près, musicalement, vous avez une différence qui s'est déjà produite. On est passé de l'acoustique dans les années 70, de la soul, funk acoustique, à la funk, soul, électrique. Une évolution technologique qui fait que la musique change et du coup, les influences changent, les rythmes, les danses. Et du coup, les danses changent. On comprend un petit peu mieux pourquoi, à un certain moment, une danse devient importante et appropriée par une population plus large. Mais nous, en France, en fait, pourquoi on s'est approprié ces danses-là et est-ce que, finalement, il y avait autre chose avant que ça a occulté? Est-ce qu'il y avait un vide? Et en fait, nous, on a quand même une histoire qui ressemble avec la diaspora coloniale française, même si ce n'est pas la même histoire que l'esclavage et la ségrégation afro-américaine, etc. On a quand même des populations pareilles, déracinées. Peut-être qu'il y a eu plus de coupures. Est-ce que nous, on a créé des danses urbaines françaises et si oui, est-ce qu'elles ont été en concurrence avec les danses afro-américaines? En fait, comment ça se fait qu'on n'a pas même chose? En fait, la question, c'est pourquoi, à un moment donné, beaucoup de danseurs dans les années 80-90 et encore aujourd'hui s'inspirent beaucoup du modèle américain. En France. En France. On l'a dit tout à l'heure, c'est aussi parce qu'on a eu cette hégémonie américaine, cette domination culturelle qui a un peu mis la pression à l'après-guerre. Donc je pense que beaucoup de gens se sont tournés du coup vers cette culture.
Après, pourquoi en France, en effet, les danses régionales, les danses traditionnelles, que ce soit les danses, comme on dit souvent, les danses bretonnes, les danses basques, les danses des Landes, les danses auvergnates, les danses alsaciennes, tout ça, pourquoi elles sont moins présentes? J'ai pas la clé, je peux faire des hypothèses, mais ce sera que des hypothèses. Il y a des grosses questions à se poser, hein, mais je parlais surtout des métropoles comme Paris, où il y a des gens qui viennent de plein de pays, des Antilles, d'Afrique, d'Asie, du Maghreb, du Moyen-Orient, etc. Et tous ces gens-là avaient des traditions, tout comme les Afro-Américains, les esclaves africains avaient des traditions, etc. Et ils les ont mises en commun. Et nous, en fait, en France, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est ça la question aussi. Je pense vraiment que cette domination culturelle des États-Unis a amené du bon et du mauvais. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est cool d'avoir découvert toute cette culture afro-américaine, latino-américaine, tout ça. À la fois, il y a beaucoup de choses ici qui ont disparu, ou alors qui se sont fait beaucoup plus petites, qui ont été minimisées. Ça datait peut-être même d'avant les deux guerres. Peut-être aussi. C'est pour ça que moi, je me Mais je pense qu'il y a une différence, on en a déjà parlé, sur la socialité et la place de la danse et de la musique dans la société en France, par exemple, hein, on va pas forcément généraliser, et aux États-Unis, où ça ressemble plus à la manière dont aussi la danse et la musique sont vécues en Afrique. Moi qui ai voyagé un petit peu en Afrique aussi, où dès qu'il y a un nouveau clip qui sort, tout le monde apprend la danse, il y a vraiment une émulation qui n'est pas seulement les jeunes, mais un peu de toute la population qui vraiment a envie en fait d'être ensemble, de bouger sur les sons. Il y a de l'intergénérationnel, etc. En France, j'ai l'impression qu'on est beaucoup moins dans ça. J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans quelque chose où on catégorise les choses, une danse de jeunes ou une danse de... Voilà, on n'est pas dans les mêmes systèmes. Après, on est en France, c'est-à-dire que la France, un des problèmes de la France culturellement, c'est que c'est très centralisé. Et on est beaucoup sur Paris. Et le problème de Paris, c'est que c'est une ville très cosmopolite où on a déjà un brassage culturel énorme depuis très longtemps. Et par exemple, là, on prend l'exemple de la France, on dit qu'il n'y a plus rien. Moi, je suis antillais, par exemple. Aux Antilles, pour moi, le phénomène aux Antilles, culturellement, il ressemble beaucoup au phénomène afro-américain. Pourquoi ? Parce que vous avez eu le même phénomène de migration forcée, et vous avez eu ce phénomène aussi de musique et de danse qui a continué, qui a perduré, qui s'est quand même développé. La biguine, le belé, le goka, le zouk, tout ça, c'est des musiques et ce sont des danses antillaises, bien sûr avec des racines africaines, mais pas que, avec aussi des racines européennes aussi. Elles sont arrivées en France. Il y a eu une vague en France dans les années 50, surtout d'Antillais qui ont diffusé leur musique, leurs danses sont inscrits sur Paris, mais ça n'a pas pris comme le hip-hop. Pour des raisons encore qui peuvent, on peut encore faire plein d'hypothèses dessus, mais moi je me lancerai pas dedans. Mais c'est un peu plus complexe, mais c'est encore une fois cette hégémonie américaine qui a fait que, pour moi c'est un peu comme comment on est passé de Barbara au yéyé, quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a Barbara, on a des artistes français qui font de la musique française avec une vraie identité, avec des textes, avec une musicalité et tout ça. Et puis finalement, on passe aux yéyés. Les yéyés, qu'est-ce qu'ils font ? Claude François, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a juste copié James Brown, il a remplacé les paroles, et il essayait de faire un petit peu ces danses-là. Et ce mouvement des yéyés, qui pour moi était néfaste, voilà, je me positionne. Qui pour moi a été néfaste, à effacer ou à diluer l'identité française. Et c'est ça qui est dommage. Mais qu'est-ce que l'identité française le mot identité française, il n'est pas beau. Mais en tout cas, ces identités régionales, ces identités régionales qui existaient, en fait, et qui existent depuis très longtemps. Et qui mais sont qui ne sont pas les seules parties de l'identité française dans toute sa splendeur impérialiste.
Parce que quand même, je voudrais juste dire que quand nous, on s'est réapproprié le hip-hop dans les années 80-90 dans les banlieues, on a quand même mis notre touche aussi. Enfin, en tout cas, moi, je pourrais parler du break. Et je sais qu'il y a eu pas mal d'échanges entre les breakers américains, les breakers français, notamment de Paris en particulier, parce que Paris, c'est, comme on disait, c'est une ville très cosmopolite où il y a beaucoup de concerts, il y a beaucoup d'artistes qui viennent, donc il y a beaucoup aussi de connaissances culturelles, etc. Et je sais qu'il y a des Américains qui ont dit qu'ils avaient beaucoup appris de certains danseurs français, etc. Donc on a quand même ramené notre touche, c'est important de le dire. Et même vous avez des danseurs américains comme Mr. Riggles encore aujourd'hui qui peuvent le dire, qui est un grand danseur américain de hip-hop, qui est un grand pionnier qui peut dire encore aujourd'hui que le phénomène, le melting pot qui a donné naissance au hip-hop aux États-Unis est très similaire en France. Ça se ressemble énormément en France. Mais justement, je suis pas sûre de ça parce que j'ai l'impression que les États-Unis, après, j'y ai voyagé un peu, mais j'ai l'impression que c'est un pays qui est beaucoup plus communautaire, où les populations sont un petit peu en groupe. Par exemple, une fois j'ai voyagé à Los Angeles et j'étais avec un ami latino, donc j'étais qu'avec des latinos. Après j'étais avec un ami chinois, j'étais qu'avec des chinois. Et il n'y avait pas du tout de rencontres, parce que comme on fait tout en voiture et qu'on se donne rendez-vous, etc. Donc évidemment, dans des contextes comme ça, j'imagine que les gens plus facilement vont garder aussi des racines et le melting pot peut-être se retrouve à certains endroits, mais en tout cas dans ces sortes en tout cas chez les latinos, c'était plus une sorte de ghetto où j'avais l'impression que vraiment, ils écoutent leur musique, etc. Oui. Et du coup, on garde plus aussi ces racines, alors qu'en tout cas l'impression que j'ai à Paris, dans les banlieues françaises que j'ai pu connaître, il y a tellement plus de gens différents qu'on peut aussi très très vite perdre ces racines. Oui, je vois ce que tu veux dire. Même si c'est en effet très communautaire aux États-Unis, le hip-hop, c'est la preuve que finalement, ils ont quand même réussi à mélanger certaines choses. C'est-à-dire que le hip-hop, vous avez bien sûr les cultures africaines là-bas, noires américaines. Vous avez les cultures latino-américaines qui sont mélangées à ça. Vous avez les cultures natives américaines qui sont mélangées à ça. Et vous avez aussi des influences esthétiques comme avec les cultures asiatiques, les films de kung-fu, vous avez tout ça qui ont énormément influencé tout ça. Les cartoons. Donc au final, ils ont quand même réussi. Le hip-hop, c'est quand même ces rencontres-là, même si c'est cantonné en effet, vous avez quand même. Mais alors ces rencontres, elles sont dans les deux sens ou elles sont que dans un sens? Est-ce que c'est la communauté afro-américaine qui est influencée par ce qu'elle voit, etc., et qui met dans sa danse des nouvelles influences? Tout comme nous, on pourrait voyager dans un pays et dire tiens, j'ai appris tel pas et je vais le rajouter à ma danse. Ou est-ce que c'est la culture qui s'est étendue à des populations différentes et donc des personnes, par exemple latino-américaines, des natifs américains qui faisaient partie intégrante du mouvement de la culture et de la socialité des danses hip-hop, et du coup que par la rencontre, par l'empathie, l'émulation, il y a eu un mélange. Est-ce que c'est de l'inspiration ou est-ce que c'est une communauté qui devient vraiment cosmopolite et qui du coup dans son langage aussi se créolise avec toutes ses influences? Je ne sais pas si tu as la réponse. Moi c'est juste une question. Non, j'ai pas compris. Je sais pas, vous avez compris? Bon, en tout cas, c'est une grande question, puisque personne, même moi, je ne sais pas y répondre. Mais non, parce que. Tu veux dire, est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Non, est-ce que c'est une communauté qui s'imprègne d'influence d'autres, ou est-ce que c'est la communauté qui grandit et du coup, par exemple, je vais raconter quelque chose que je n'ai pas appris de première main, mais qui est la légende un petit peu, notamment qui est racontée dans The Freshest Kids, qui est un documentaire où vous voyez des pionniers du break dans le Bronx, etc., et des anciens qui racontent, et la plupart des anciens, c'était des gangsters. Et d'ailleurs, souvent, on dit que les premiers groupes de break, on parle du Rocksteady Crew, ou des New York City Breakers, etc., mais eux, c'est les premiers qui ont été médiatisés. En fait, c'était des petits, mais ceux qui ont créé le break, c'était des grands frères qui eux-mêmes étaient jeunes quand ils ont commencé, mais en fait quand les Rocksteady Crew ou les New York City Breakers étaient sous les feux de la rampe, eux ils étaient déjà des grands frères, quoi, et la plupart ils avaient arrêté la danse parce qu'ils n'avaient pas du tout des vies de danseurs, quoi. C'était vraiment pour eux une danse sociale et ils avaient leur business, etc., et leurs problèmes aussi, qui fait qu'ils sont pas forcément passés à quelque chose de professionnel, etc. Mais en tout cas dans ce documentaire, je crois que c'est là, et puis j'avais rencontré aussi Ken Swift du Rocksteady Crew qui m'avait raconté. Il y avait eu vraiment ce truc des latino-américains. Donc le Rocksteady Crew, c'est tous des latinos.
Et dans The Freshest Kids, on voit que la plupart des pionniers dont je parle, là, qui ont vraiment développé les mouvements et qui venaient surtout du rocking, aussi une autre danse de gang qui précédait le break, qui est une danse où on fait semblant de se battre et donc où les gangs s'affrontaient pacifiquement en fait, et donc qui existait avant cette histoire de hip-hop. C'était surtout des Afro-Américains, ces pionniers-là, ces gangsters-là. Et en fait, apparemment, au début, il y a eu des espèces de clash entre des crews latino-américains et des crews afro-américains, parce que les latino-américains voulaient faire cette danse, et les Afro-Américains disaient non, en fait, c'est notre danse, donc ne faites pas notre danse. Et du coup, c'est comme ça que des défis se sont instaurés, de crews latino-américains qui venaient défier les Afro-Américains sur leur territoire en disant non, en fait, on danse aussi bien que vous, et on ramène des trucs. Et apparemment, ils auraient ramené aussi des innovations techniques, de la performance, les phases, etc., pour impressionner, pour faire grandir le truc. Et du coup, quelque part, ils ont gagné leur légitimité à pratiquer cette danse. Donc voilà, la question, c'était en fait à quel moment il y a cette espèce de rencontre, et est-ce que les gens restent séparés, est-ce que il y a des crews un peu de différentes influences. Je ne sais pas si du coup la question est plus claire. Je pense que de toute façon, la plupart des communautés de danse à la base, après c'est de savoir quel groupe à un moment donné met plus l'accent sur ça, investit le plus dans ça. Ouais. Mais souvent un groupe, c'est un groupe de jeunes. C'est de l'émulation après, c'est de l'émulation. Ouais. C'est-à-dire à un moment donné tu danses, moi je veux qui est le plus à fond dedans, mais c'est pas. Mais souvent, un groupe, ça reste quand même à la base des jeunes potes du même quartier, à cette époque-là, en tout cas, où il n'y avait pas les réseaux sociaux ni de plateformes comme des battles ou des endroits, à part les boîtes de nuit ou les block parties, les fêtes de quartier, où on pouvait se rencontrer. Mais même les fêtes de quartier, souvent, ça reste quand même assez... un quartier, donc plutôt une migration d'un endroit ou d'un héritage en tout cas. Je voulais juste dire ça parce que je pense qu'il y a vraiment une différence entre les États-Unis et la France qui est aussi basée sur la manière dont les populations vivent, sont réparties, enfin dont les villes sont structurées. C'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé des Antilles, parce que tu sais, souvent je te dis, le problème, ce qui se passe, qu'on a du mal à identifier, on fait souvent le parallèle entre les États-Unis et la France par rapport à ce qui s'est passé, l'esclavage, tout ça. La grosse différence pour moi, c'est que, et pourquoi le problème n'est pas exactement le même, c'est que l'esclavage n'a pas eu lieu en France même, sur la terre-mère France, sur la métropole. Alors qu'aux États-Unis, si. Alors que nous, c'était loin. Oui. Et du coup, le problème n'est pas exactement le même. Du coup, les rapports entre les populations sont différents, peut-être. C'est ça, c'est un peu ça. C'est-à-dire que du coup, la diffusion est différente. Les gens en métropole se sentent loin des Antilles et du problème des Antilles, des problèmes des Antillais ou des choses belles qui se passent aux Antilles. Les gens se sentent loin de tout ça, alors qu'aux États-Unis, c'est sur le même sol, c'est au même endroit, voire dans les mêmes villes, voire dans les mêmes grosses villes. Donc ça se diffuse beaucoup plus facilement. La plupart des gens connaissent pas la Biguine. La plupart des gens connaissent le zouk seulement, mais connaissent pas le Goka. Toutes les musiques des années antillaises des années 60-70, ils les connaissent pas. Ils connaissent pas tous ces mouvements-là. En fait, tu es en train de dire qu'il y a un phénomène d'identification qui est différent, en fait, par rapport à quoi tu te sens rattaché en termes d'histoire, d'ancestralité. Et à cause de l'espace aussi. À cause de l'espace aussi, du contexte qui fait qu'à un moment donné, les choses se diffusent différemment, parce qu'elles sont ressenties différemment par les gens, parce que moins impliqués. Je voudrais revenir sur... Tout à l'heure, on a parlé de créolisation, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment défini les termes. Et je voudrais juste réexpliquer, parce qu'après, je vais poser une autre question. En linguistique, on parle de pidgin et de créole, de langage pidgin, de langage créole. Et en fait, le pidgin, souvent c'est employé comme synonyme en anglais pour parler de créole, mais en notion linguistique, c'est vraiment un terme différent. Le pidgin, c'est des mots que les populations utilisent pour communiquer entre elles, pour par exemple commercer, mais il n'y a pas forcément un langage commun, les gens ne font pas d'enfants ensemble, ne se marient pas ensemble, etc. Donc on a des exemples de, par exemple, les pidgins dans des comptoirs coloniaux. On pourrait parler de comptoirs coloniaux en Chine, où il y a les gens qui viennent prendre des marchandises, etc., ont des mots pour désigner les objets qu'ils veulent vendre, enfin le vocabulaire utile pour la transaction. Mais on parle de... Donc ça, c'est pas des langues, en fait. C'est un peu... c'est pas une langue parce que
à partir du moment où il y a des enfants qui naissent de parents de différentes influences, par exemple un papa chinois, une maman anglaise, et qui vont devoir rester, par exemple, en Chine. Voilà, bon, là, je pense que je ne sais pas si ça existait, mais à partir du moment où il y a des personnes qui naissent de parents de cultures différentes, de langues différentes, et qui ont le pidgin comme base, et qui développent, grâce à ce pidgin, un nouveau langage, on peut parler de langage créole. C'est-à-dire que c'est vraiment une langue qui est utilisée par peut-être la seconde génération, en tout cas des gens dont ça devient la langue native, parce qu'ils sont obligés de trouver un langage commun. Et les danses sociales urbaines afro-américaines, c'est des créolisations de traditions avec les influences modernes, etc., etc. Mais là, la question que je voudrais poser, c'est du coup, finalement, jusqu'où va la créolisation, jusqu'où va cette hybridation? Et bon, alors là, voilà, petit indice, c'est une question rhétorique, mais aujourd'hui, on dit que les différences culturelles posent des problèmes politiques, posent des problèmes, voilà, que les gens ne sont pas d'accord parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, etc. Est-ce que finalement, le fait de tout hybrider, de tout créoliser, c'est pas la solution à tous nos problèmes? Et jusqu'où ira-t-on, hein, Claude François? Bon voilà, je sais que t'es pas Claude François, mais parce que en fait, il y a vraiment cette image du hip-hop comme une réponse vraiment à la société moderne, quelque chose de cosmopolite, quelque chose qui rassemble les identités et du coup qui défend une identité hyper moderne et quelque part qui peut être perçue comme fédératrice, comme rassembleuse, etc. Et c'était le but aussi du hip-hop quand la Zulu Nation a été créée dans les années 70, je pense, à New York. À l'époque, c'était donc le leader des Black Spades, donc un des gangs de New York, qui avait perdu son frère dans une guerre de gang et qui avait fait un voyage en Afrique du Sud dans le royaume Zoulou. Et le royaume Zoulou, en fait, était, avant que l'Afrique du Sud soit colonisée, était en train de rassembler plusieurs ethnies, non pas par la conquête militaire, comme la plupart des conquêtes d'empire se sont faites, mais par plutôt une espèce d'ingénierie culturelle. Donc il avait créé un espèce de système de boy scouts. Ça existait avant les boy scouts, quoi, où les jeunes étaient rassemblés en groupes du même âge. Et ils faisaient des tâches d'intérêt commun dans certains villages, etc., au service de la nation zoulou, donc qui rassemblait plusieurs ethnies, plusieurs chefferies. Et il y avait des rites initiatiques, etc. Et en fait, Afrika Bambaataa, donc le leader des Black Spades, personnage très discutable, hein, bien sûr. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'il a tout que fait des choses bien, mais en tout cas, quand il a voyagé là-bas, il a ramené à New York cette idée d'apaiser les guerres entre les gangs par la culture et vraiment de fédérer les jeunes de différents gangs, de différents quartiers aussi à travers des Peace, Love, Unity and Having Fun, c'était le motto de la Zulu Nation. Donc à travers des expressions artistiques, la danse, la musique, bon la danse et la musique on pourrait dire que c'est un peu la même chose, mais différentes formes aussi techniques de musique et aussi l'art graphique avec le graffiti, plein de choses. Voilà, donc structurer et du coup rassembler des communautés, des quartiers, des groupes de jeunes qui n'étaient pas forcément dans des bonnes relations. Et finalement, le hip-hop a eu cet apport, cette valeur d'unifier et de pacifier et de faire grandir ensemble et de pouvoir, tout comme la Zulu Nation, de pouvoir unifier culturellement une population pour éviter les rapports de force, etc. Donc, bon, je ne sais pas jusqu'à quelle échelle ça fonctionne, ça, mais du coup, quelque part, souvent, en tout cas en France, je pense, dans les mentalités, le hip-hop est perçu comme cette espèce de réponse à... c'est à la fois une contre-culture, mais c'est en même temps quelque chose de tellement créolisé, de tellement divers, qui rassemble des identités différentes et qui les met un peu d'accord, que c'est un peu la réponse. On met du hip-hop sur scène en disant, regardez, les jeunes des banlieues, ils sont tous ensemble, tout va bien, ça va bien se passer. Voilà. Oui, c'est pas faux. Ah, c'est ça ta réponse, merci. C'est pas faux, mais jusqu'où ira-t-on? Parce qu'aujourd'hui, le hip-hop est enseigné dans des écoles à 4 000 € l'année. Il y a des danseurs qui font 10 danses différentes et qui les mélangent en un passage, ils en font plein à la suite. Donc, du coup, finalement, est-ce que ça garde la même valeur? Est-ce que ça reste aussi au niveau de l'émotion, au niveau de ce qu'on fait quand on danse? Est-ce que ça a la même valeur
d'épanouissement, la même valeur sociale, etc. Voilà. En même temps, c'est des tensions, quoi. Qu'est-ce qu'on perd en allant toujours vers le plus grand, plus de monde ensemble, etc. Sans vouloir dire qu'il faut limiter le hip-hop et interdire aux gens de l'apprendre. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Il y a une gentrification, oui, on le voit bien qu'il y a une gentrification du hip-hop. Après, encore une fois, on en revient toujours à ce truc-là, c'est-à-dire de se dire que le hip-hop, pour moi, c'est avant tout un mouvement américain, afro-américain, latino-américain, peu importe, en tout cas américain. Une sous-culture américaine, peut-être, on pourrait dire, non ? Parce que ça inclut plus, du coup, les autres communautés, à part les Afro-Américains, même s'ils ont été vraiment à l'origine de tout ça. Oui, on peut dire ça, alors si c'est dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est important de rappeler l'histoire. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que après ce qui s'est passé, la diffusion de ce mouvement à travers le monde, c'est juste, on pratique une danse. C'est comme si aujourd'hui je faisais du flamenco. Le flamenco, c'est né en Espagne. Même s'il se diffuse dans le monde entier, ça restera toujours du flamenco qui vient d'Espagne. Même si on peut avoir une touch, même si on peut avoir une petite tendance un peu plus comme ci, comme ça. Je pense pas que tu feras le même flamenco si tu as des parents qui ont toujours fait du flamenco et si tu l'as appris dans une école de danse. Bien sûr, c'est pour ça je dis on peut toujours avoir une touch ou quoi ou qu'est-ce, mais après comment le phénomène de gentrification, de toute façon, il est inévitable, je pense, vu le système dans lequel ces choses se développent. Les systèmes dans lesquels ces choses se développent, le phénomène il est inévitable. Après, ça reste... Mais alors, justement, on va parler d'une distinction aussi, parce que tout à l'heure, on a parlé du popping, du locking, du break, qui sont finalement des danses assez définies. Où, tu parlais tout à l'heure aussi de personnages et d'imaginaire. Et donc, dans cet imaginaire, il y a les musiques. Donc souvent, quand on fait du popping, en tout cas quand on apprend le popping, le locking ou le break, on a vraiment des musiques de référence qui sont à la fois représentatives d'une époque et donc qui vont aussi refléter des rythmes, qui vont avoir le mouvement qui a été créé à cette époque-là sur ces rythmes-là. Quelque part, ça va nous aider à bien comprendre aussi, si on a besoin de comprendre, si on a appris de seconde main, à bien s'imprégner de cet univers, de cet imaginaire à travers la musique. Il y a aussi sûrement des personnages. Je sais qu'en popping, on a travaillé sur ça sur Underdogs, dont tu es interprète. Il y a tout cet imaginaire autour des figures, un petit peu des ghettos, donc le pimp, l'handicapé, dont certains mouvements du popping portent carrément les noms. Donc il y a tout cet univers un peu parfois déjanté. Nous, dans le break, c'est beaucoup le gangster, c'est beaucoup l'image du rappeur avec les mouvements de main, etc. Donc, qui viennent aussi d'ailleurs, de paroles, de manières d'animer, etc., qui sont plus anciennes que le rap. Enfin, le rap, ça vient pas non plus... c'est pas arrivé comme ça non plus. Donc on a des univers un petit peu distincts auxquels on peut trouver des références. Si par exemple on veut vraiment comprendre ce que c'est que le popping, le locking ou le break, on peut regarder certaines vidéos de Soul Train avec les groupes dont tu as parlé ou des pionniers, etc. On comprend bien. Et il y a aussi tout un autre courant qui est le hip-hop freestyle. Comme je disais tout à l'heure, vous avez les soul dance, c'est-à-dire ces danses que les gens faisaient dans les années 60, 50-60, où les gens en fait dansaient toujours les danses du moment. Mais les danses du moment, il y en a une tous les ans, voire deux tous les ans. Donc au bout d'un moment, ça fait beaucoup de danses. Mais quand vous avez 15 ans, vous en faites 2-3. Quand vous avez 20 ans, il y a déjà plusieurs danses qui sont sorties. Donc si vous continuez à danser, vous allez en faire une dizaine, etc. etc. Et avec le temps, ça commence à s'allonger, la liste commence à s'allonger. Aujourd'hui, le hip-hop freestyle, c'est un ensemble de danses de clubs surtout. Donc vous avez je sais pas combien de danses différentes, une vingtaine, une trentaine de styles de danses différentes. Est-ce que tu peux donner des exemples de danses sociales différentes. Vous avez le Bart Simpson, voilà. Vous avez le Running Man, vous avez les gros classiques. Vous avez le Hilto, vous avez les plus récentes comme le Néné, le Doogie et tout ça, toutes ces danses qui continuent encore la liste continue à s'allonger encore aujourd'hui. C'est ça le hip-hop freestyle, c'est le danseur à un moment donné qui va se servir dans toutes ces danses-là, les mélanger selon les musiques sur lesquelles il veut danser, que ce soit des musiques anciennes ou plus récentes, et il va aussi s'inspirer en plus
des formes plus complexes comme le popping, le locking, le b-boying des fois, etc. Donc c'est ça aujourd'hui le hip-hop freestyle, c'est un ensemble, c'est un répertoire de pratiquement toutes les danses des 40-50 dernières années, quoi. Et il y a d'ailleurs plusieurs courants dans le hip-hop freestyle. On parle de old school, middle school, new school, selon en fait finalement quel genre de danse le danseur a vécu ou s'est approprié. Après, bon, ça c'est pour ceux qui connaissent vraiment les origines de leur danse. Après, il y a ceux qui ont appris de seconde ou de troisième main et qui pourront avoir un vocabulaire assez disparate. On va pas. Attends, pardon, mais est-ce que tu peux juste nous, par exemple, on a parlé du doogie ou du néné, etc. Ça, en fait, ces danses souvent, elles viennent d'un clip. Donc c'est par exemple le rapport Doogie Fresh, si je me trompe pas. Je sais plus trop exactement, mais en tout cas c'est le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le même principe que, comme je vous disais tout à l'heure, avec James Brown ou avec Rufus Thomas. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire une musique, une danse, la musique décrit cette danse. Et c'est une danse très simple que le public peut faire, etc. C'est ça qui est important de dire. Très simple, je sais pas, mais en tout cas, c'est des danses plus simple, avec moins de vocabulaire, avec un vocabulaire qui est dont on peut s'imprégner en soirée ou quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un cours. Il y a pas, c'est comme tu disais, 4 ans, 8 ans, ou peut-être un peu plus, mais pas, pas 30 mouvements de base. C'est ça, c'est très voilà. Ouais. Donc on est dans le même système que les funk dance, donc le locking, le popping, mais avec des danses plus modernes, sur des musiques plus hip-hop. C'est ça. Voilà, donc finalement c'est un peu toujours ce système de créolisation et de modernisation. Et de danse sociale qui continue tout le temps à être présente, elles sont tout le temps présentes. Et c'est toujours à la mode, du coup. C'est ça l'avantage. C'est ça. Voilà. Nous, je sais pas si on est encore à la mode. On peut, parce qu'après, de toute façon, quand on fait une danse plus complexe comme le popping, le locking, le b-boying, après on peut aussi s'inspirer des danses sociales du moment. Donc de toute façon, on peut aussi rester à la page. Je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. Il y a un micro là, si vous avez des questions à poser. Bonsoir, merci pour toutes ces explications. Il y a des choses que je ne sais pas, que je ne connaissais pas déjà, que je ne connaissais pas vraiment, quoi. Bon, mes parents sont de la Guadeloupe et je suis né en France. Nous qui ne sommes pas d'ascendance européenne, on est un petit peu une mosaïque en fait. Et je pense qu'on n'a pas de bons musiciens pour essayer de mettre ça en perspective. Parce que, par exemple, moi, je suis très à l'aise à aller dans un concert de musique contemporaine, par exemple. Mais je suis très à l'aise à aller dans une soirée des Hausses, une soirée typiquement guadeloupéenne. À chaque fois que je suis dans ces lieux, j'ai l'impression d'être du lieu, mais être un intrus en même temps. Parce qu'en fait, on ne peut pas parler le guadeloupéen avec un accent francilien, ça ne le fait pas. Finalement, à force d'être rejeté de tous côtés, on va se replier vers une culture faite sur mesure, par exemple, qui peut-être vient des États-Unis. Et évidemment, les gens... Moi, je suis né dans les décennies 70, donc les musiciens de ma génération aux États-Unis avaient 20 ans et ont lancé ont mondialisé une culture, en fait, mais qui leur est propre et spécifique. Et donc, je me pose la question, est-ce que ça a du sens d'être dans un rapport d'identification? Peut-être qu'il n'y a rien qui nous ressemble, en fait, à l'extérieur. Peut-être que nous avons un microcosme. Et donc, peut-être qu'il faut peut-être essayer de s'intéresser à tout ce qui se passe autour de soi et essayer de faire quelque chose qui serait peut-être une culture propre et spécifique. Mais je pense que ce sera très difficile, en fait. Je trouve ça très, très intéressant comme question. Tout à l'heure, j'ai pas voulu aller trop dans ça, mais je pense que c'est une question très politique parce que finalement, pourquoi on a besoin d'être dans un rapport d'identification? C'est parce que nous-mêmes, en fait, on a été dépossédés de notre héritage. Alors là, vous êtes antillais. Moi, je suis moitié vietnamienne, un peu française, un peu espagnole. J'ai pas eu accès non plus à la culture de mon père vietnamien, par exemple. Donc, quand on est coupé de tradition, qu'on arrive, on nous fait pas écouter de musique, on nous montre pas de danse, donc on est à la merci de la culture de masse au final, de ce qui passe à la radio, de ce qui passe dans les centres commerciaux, etc., etc. Et du coup, en fait, pour trouver notre identité, on est obligé de s'identifier. Et bon, parfois, on va s'identifier à ce qui nous ressemble. Donc, plus on est compliqué, plus il n'y a rien qui nous ressemble, effectivement. Et donc, c'est tout ce qui est métis, etc., c'est encore plus difficile. Et il y a toujours ce problème de la personne qui est mélangée entre deux cultures. Moi, si je vais au Vietnam, on me prend pour une Française. Et quand je suis en France, on ne sait pas trop non plus. Donc, je ne vais jamais être 100% l'un ou l'autre. Et donc, du coup,
je pense que la question qui est importante aussi à se poser, c'est pourquoi on en est là aujourd'hui en France. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait, Pascal, tu parlais des cultures traditionnelles françaises. Là on parle des Antilles, mais en France, il n'y a pas de socialité de la danse, ou peu. Et c'est, ça danse beaucoup, mais on danse beaucoup en France, mais on danse beaucoup de danses qui viennent d'ailleurs en fait. C'est beaucoup ça. Et oui, je pense que ça vient du phénomène qu'on décrivait tout à l'heure. Après, ce que tu disais par l'identification, c'était intéressant. Mais vous disiez autre chose, j'ai l'impression. Par exemple, j'ai l'impression d'être un intrus et en même temps d'être du lieu. Par exemple, quand je vais dans une soirée belay, une soirée martiniquaise, je suis guadeloupéen. Non, en principe, un Guadeloupéen ne va pas chez les Martiniquais. Et ben moi, je me sens à l'aise. Moi aussi. Et moi, quand je vais voir un concert de musique contemporaine, par exemple, je ne dis pas que c'est de la musique de blanc. C'est quelque part une musique qui m'habite, puisque ça reflète mon caractère. C'est-à-dire un côté tendu, méditatif, etc., etc. Donc, mais par contre, je suis l'un des rares non-européens dans la salle. Alors, il y a peut-être des gens qui sont d'ascendance asiatique, mais sinon, il n'y a que des Européens qui viennent assister à ce genre de représentation musicale. Et c'est de la musique statique, c'est pas de la musique, c'est pas du groove. Donc voilà, bien que j'ai mon quota de groove dans ma discothèque. Non, mais comme quoi, c'est hyper important de contextualiser. Vraiment, j'espère que c'est pas ressorti dans ce qu'on a dit tout à l'heure, mais la danse et la musique, ça appartient à tout le monde. C'est quelque chose de vital et qui réémerge à chaque fois qu'il y a justement des communautés ou des individus qui sont dépossédés de ces élans vitaux, de ces choses hyper importantes pour avoir trouvé une identité individuelle et collective, avoir de l'empathie, avoir une socialité avec les gens de sa famille, de son quartier, de sa communauté au sens plus large, ou même d'une nation ou d'une région. En tout cas, c'est des choses qui fédèrent et qui sont hyper importantes pour être épanouies. Et donc, vous qui êtes guadeloupéen mais qui vivez en France, moi je trouve ça normal que vous vous sentiez à l'aise à la fois dans la musique contemporaine et dans des ambiances plus traditionnelles. Et moi, je dirais la même chose. Hein. Après, on ne sera pas dans les mêmes moods. Mais en même temps, on n'est pas une seule chose. Et aujourd'hui, on est effectivement des êtres multiples, à la fois dans nos racines et dans notre modernité, dans la manière dont on vit. Voilà, donc tout ça, c'est aussi très complexe et il n'y a pas d'endroit où une personne appartient plus qu'un autre, je pense. Mais cependant, pourquoi j'ai parlé de la distinction tout à l'heure, c'était aussi pour dire que si tout le monde, s'il n'y a pas quand même des liens sociaux, un côté où il y a des gens qui ont déjà un héritage qui font grandir quelque chose, il y a toujours une perte en fait. Plus les choses deviennent grosses, plus on globalise la culture, etc. Plus il y a une perte de sens, de groove, enfin de pourquoi la danse est importante, etc. Ça développe beaucoup d'individualisme aussi au final. Si chacun devient juste quelqu'un qui mélange tous les styles, on perd du coup ce côté, je vais aller voir qu'un style à proprement dit comme le ballet ou quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il n'y aurait pas de ballet si tout le monde faisait ça. Si tout le monde mélangeait, se servait comme ça et tout ça, comme nous on peut le faire parce que nous on est nés ici et que on était comme ça un peu morcelés comme vous dites à travers avec tel ou tel mouvement. Du coup le mouvement du ballet ne serait pas arrivé, ou du Gros-Ka aussi ne serait pas arrivé. C'est parce qu'il y avait des gens qui étaient ensemble à un moment donné, qui se sont retrouvés avec beaucoup de points communs, avec un vécu commun, qu'ils ont pu développer quelque chose de commun. Alors que si tout le monde devient juste quelqu'un qui mélange, du coup... Ouais, mais je pense qu'il y a une notion d'échelle aussi, parce qu'en fait, on a plein de trucs en commun en France, ou enfin même à Paris, mais on peut pas faire un truc en commun où il y a 2 millions de personnes qui font un truc Enfin, on peut, hein, mais bon, ça va être un peu bizarre. Je pense que ça va pas ressembler à quelque chose de... Enfin, ça va pas ressembler à quelque chose qu'on pourrait identifier, quoi. Et ce que vous disiez tout à l'heure aussi était vachement intéressant. Ça m'a fait penser à l'importance d'être là où on est et de développer des choses avec les gens qui sont autour de nous. Et c'est un peu ce que tu viens de dire aussi. C'est même si, par exemple, si je vis dans un quartier et on galère tous,
si la communauté se retrouve pour des fêtes des voisins, pour des soirées où on met la musique et les voisins se retrouvent, et ben justement, c'est de là que tout revient à chaque fois, que la socialité réémerge, que les choses se mettent en commun, et où il y a parfois, quand il n'y a eu plus rien, des nouvelles danses, des nouvelles énergies réémergent. Et aujourd'hui, je pense que s'identifier, c'est important, ça permet de réfléchir à l'histoire, de réfléchir aux racines, de redonner aussi le crédit à ce qui vient de loin, ce qui vient de l'histoire, etc. Et de ne pas juste dire une date, une danse, voilà, il n'y avait rien avant, etc. Comme parfois c'est dit du hip-hop. Ce qui est très important, c'est de aussi s'identifier, non pas à la couleur de sa peau ou les origines de ses parents et tout, mais là où on est maintenant aujourd'hui. Je suis de Créteil, et à Créteil, voilà, moi j'ai envie de faire des trucs avec les gens du quartier, et on va danser, on va bouger ensemble, et ça va créer quelque chose. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est important parce qu'on n'y pense pas assez. Dans la culture aujourd'hui de l'identité, du narcissisme, et puis de s'identifier uniquement à ce à quoi on ressemble, etc. Oui, il y a une autre question ici. Merci beaucoup pour votre échange. Je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant aussi à traiter, c'est le modèle économique en fait de la danse, que ce soit aux États-Unis et en France. Et je pense que c'est ce qui a aussi créé beaucoup de choses. Et on passe d'une danse sociale à une danse qu'on vend à travers des cours, enfin à travers des battles, à travers des shows. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui jouent aussi dans l'économie. Oui, c'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé de travail. Quand j'ai dit leur but à un moment donné, c'était vraiment de travailler juste simplement sans se rendre compte ce que ça allait devenir. Sauf que le travail aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose qu'ici. Toi, tu parles beaucoup de ce qui se passe ici, en effet, mais c'est pas le même phénomène aux États-Unis. Si vous voulez faire de la danse, vous débrouillez. Tu te débrouilles. En France, c'est pas les mêmes structures, c'est pas le même. Voilà. Et du coup, ça se diffuse différemment au final. Les danses hip-hop en France sont beaucoup plus gentrifiées qu'aux États-Unis. Parce que moi, j'ai vécu, par exemple, à Montréal, et mes potes breakers, ils travaillent pour des compagnies de danse contemporaine parfois, mais ils font vraiment du contemporain, ils dansent pieds nus en général, etc. Mais aussi, ils font des inaugurations de centres commerciaux, des clips et tout. Et ceux qui ont voulu monter une compagnie, non, quoi. Ils travaillent pour des contemporains en général, ou alors c'est un peu du Hollywood, quoi. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans non plus les mêmes logiques, parce qu'ici, il y a aussi ce côté institutionnel où les institutions, les pouvoirs politiques se sont emparés de ces danses hip-hop parce qu'il y avait aussi une signification politique et que ça avait... ils ont senti, certains ont senti que par rapport à ce qu'ils défendaient, par rapport à l'image des banlieues, par rapport au travail sur les classes sociales, etc., à un moment, c'était pertinent pour certaines personnes d'insuffler de l'argent public dans le hip-hop. Par exemple, la compagnie Black Blamber, pour laquelle moi j'ai travaillé, qui a été créée, je crois, on fait son premier spectacle en 1984, par là. Moi, j'ai travaillé pour cette compagnie dans les années 2000. C'était des gens qui habitaient à Trappes, qui n'étaient pas hip-hoppers, mais qui ont vu des danseurs hip-hop s'entraîner au marché, et qui se sont dit, mais c'est génial, il faut absolument qu'on montre cette jeunesse, etc., sur les scènes. Donc, c'était une des compagnies qui a fait des grandes tournées dans le monde entier, et du coup, qui défendait vraiment cette espèce de vision cosmopolite d'une jeunesse française qui avait envie de bouger, qui avait envie d'évoluer, etc. Et aujourd'hui, c'est différent. Et effectivement, les systèmes même... d'accès aux ressources sont très différents aux États-Unis ou au Canada, en Amérique du Nord, et même dans quasiment la plupart des pays anglo-saxons où les artistes de toute façon sont pas du tout dans les mêmes logiques qu'en France, où il y a le système de l'intermittence, où il y a un ministère de la Culture. C'est pas le cas dans tous les pays, un ministère de la Culture. Grâce à ces initiatives publiques, ça nous permet, nous, artistiquement, de développer des projets qui soient pas uniquement soumis aux incentives du privé, c'est-à-dire aux incentives de la billetterie d'un public non connaisseur auquel il faut faire plaisir, qu'il faut faire crier, faut que ça plaise aux gens qui ont de l'argent. Et puis aux incentives des marques, bien sûr, puisque bien souvent les événements privés comme les battles sont portés par des marques, comme par exemple Red Bull, qui a complètement pris l'hégémonie sur le break, avec plein de battles. Et donc, toute cette image aussi de l'athlète de haut niveau, de l'artiste qui est efficace, qui a des ailes, voilà. Donc ça raconte pas la même chose forcément qu'un spectacle qui est subventionné par de l'argent public.
Mais en tout cas, effectivement, il y a différentes incentives et différents types de publics qui définissent la forme que les choses vont prendre. Et il y a aussi bien sûr tous les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui pensent qu'en devenant un influenceur connu et en devenant une égérie de marque ou en faisant des pubs pour telle ou telle grande marque de haute couture, par exemple, ça valorise la personne, elle devient autre chose, quoi. Elle est sortie de la masse, elle devient... brillante, voilà. Elle a plein de likes et tout. Donc tout ça, évidemment, crée différentes manières de danser et c'est jamais pareil. Enfin, c'est pas pareil forcément dans tous les pays, etc. C'est ça. C'est un modèle un peu événementiel. Show business, on est show business événementiel. Alors que le modèle du théâtre, on prend le temps pendant 1 heure de regarder des danseurs s'exprimer, qui sont pas dans la performance, mais plus dans quelque chose de peut-être fois plus sensible, plus poétique, peu importe le mot qu'on pose dessus, mais en tout cas, ça prend le temps. Ou plus noble, parfois aussi. Si tu veux, plus noble. Mais voilà, c'est pas la même chose que vite, on a 2 minutes, 3 minutes, allez, là, faut envoyer. C'est pas du tout la même dynamique. Vu que personne n'a levé la main, moi, j'aimerais bien interroger Baro, si ça te dérange pas, Baro. Donc Baro qui est avec la casquette, voilà, New York. Non, mais vient pas de New York. Et Baro, toi, tu es un des créateurs du jazzé au Gabon. Et finalement, tu m'avais dit, donc tu es interprète dans Matière Première, qui va jouer là les 24 et 25. Et tu viens de donner un workshop qui s'est super bien passé. Tu donnes des workshops un peu partout. Donc toi, tu viens du Gabon et tu as à la fois créé une danse avec tes potes. Et aujourd'hui, en France, tu la popularises, tu donnes des cours. Et finalement, nous, ce qu'on a décrit tout à l'heure avec des danseurs de la première génération qui ont appris des mouvements, etc. Finalement, toi, tu vis un peu la même chose aujourd'hui, même si les systèmes ont changé, puisqu'il y a les réseaux sociaux. Est-ce que tu t'es reconnu dans ce qu'on a raconté sur l'histoire du hip-hop aux États-Unis, etc. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, tu peux nous faire un petit parallèle avec ton parcours et ta perception? Ok. Merci. Déjà, bonsoir tout le monde. Quelque part, ouais, je me retrouve un peu dans le parcours parce que déjà, comme tu as dit, on a créé un style. On a créé un style de danse qui représente beaucoup le pays. Et après, il y a la nouvelle génération qui est venue derrière avec d'autres concepts. C'est plus en fait des concepts que des danses en fait développées comme le jazzé aujourd'hui. Le danse s'appelle le jazzé. Hein. On l'a créé en 2006 et après le jazzé aujourd'hui, on va dire quand là déjà 2019, 2018 et tout, il y a un nouveau concept qui est arrivé appelé l'ancham que les jeunes aussi poussent un peu plus. Le problème avec la nouvelle génération. Ça c'est un problème déjà. Bon, après c'est typiquement au Gabon. Au Gabon, ils lancent un step. Ils lancent un step et après ils disent et tout. Ouais, on a créé une nouvelle danse. En fait, c'est pas encore développé. C'est juste en fait, c'est encore pire aujourd'hui encore même avec le mouvement TikTok aussi. Parce que TikTok aussi, ça va lancer aussi juste une phase et tout. Ouais, c'est un challenge. Les challenges deviennent des danses aujourd'hui, mais qui sont pas développés. Il y a beaucoup de gens qui se perdent là-dedans, qui deviennent il y a même des gens qui donnent des cours de danse avec des chorégraphies TikTok. Des chorégraphies TikTok, ça veut dire que tu es dans un challenge, tu es resté bloqué à l'intérieur, mais tu donnes un cours de danse. Ouais, c'est la même chose qui se passe sur TikTok et tout. Alors, on se retrouve là et tout. Alors que vous, Baro, quand vous avez créé en 2006 le jazzé, oui. Vous êtes inspiré de danses préexistantes? Oui. Quand on a créé en 2006, déjà l'inspiration du style de danse qu'on a créé, ça vient déjà de côté traditionnel chez nous, côté traditionnel, et une danse qui était développée bien avant ça, qui était beaucoup footwork et tout, qui avec des mouvements des jambes, tout ça, donc qui n'était pas encore assez développé même déjà. Et du coup, à un moment donné, vous avez dû figer, créer un abécédaire, ouais, avec un imaginaire un peu plus différent. Un peu plus différent. Et vous avez dit, ça, c'est le jazzé. Ça, c'est le jazzé et tout. Donc, le jazzé a fait ressortir ses propres steps. Maintenant, par l'évolution des battles aussi, entre nous-mêmes et tout, l'évolution des prestations, des danses aussi, mais beaucoup plus des battles qui a fait évoluer et tout. Mais ça se dansait beaucoup plus dans la rue. Ça a toujours été dans la rue. Et après, c'est une époque où les réseaux sociaux et tout, c'était pas vraiment ça.
Il n'y avait pas des vidéos et tout pour montrer vraiment ce qui se passait là, maintenant et tout. Là, tu as TikTok, tu as les gens qui font tout. Et... Ouais, le contexte fait qu'après, les choses... Aujourd'hui, de toute façon, on a une étape culturellement... on a un virage assez voilà, donc assez flippant. Je vais me retrouver un peu là-dedans parce qu'après, tu as la nouvelle génération qui arrive, qui ne maîtrise pas forcément bien en fait, le jazzé, mais le fait qu'ils ne maîtrisent pas le jazzé, et pour faire en fait, des fois je croise des jeunes des Gabonais qui me disent ah ouais, il faut qu'on travaille ensemble et tout pour que tu me montres en fait ce qui s'est passé et tout là déjà depuis 2006 avec le jazzé, parce qu'ils dansent que l'ancham. Ils dansent que l'ancham et tout. Bah, après, je dis, ouais, c'est là. Bon, après, là, ils veulent apprendre. Ils veulent apprendre, mais pourtant, ils viennent déjà de là-bas. Et là-bas, ça se dansait déjà, mais c'est pas un truc qui est calculé parce que c'était pas ça qui était en effet de mode en ce moment. Donc, en gros, c'est ça. Mais qu'ils se retrouvent ici, ils se retrouvent en Europe. Et en Europe, ils voient qu'il n'y a pas vraiment, en fait, le mouvement, en fait, effet de mode. Il faut tout simplement représenter, en fait, ta culture. Et ça les intéresse maintenant d'apprendre parce qu'à chaque fois que tu vas aller marcher avec les autres, c'est des Ivoiriens, ils dansent le coupé décalé, ils représentent leur pays. C'est des Congolais, ils dansent le dombolo, c'est leur pays, mon gars. Ces pays, il n'y a pas qu'une danse dans le pays aussi, il faut le rappeler quand même. Ouais, il n'y a pas qu'une danse et tout, il n'y a pas qu'une danse, mais après ils représentent leur pays. Beaucoup de gens mettent en valeur en fait la culture de son pays parce qu'ici, comme on l'a dit, c'est comme un rond-point. On se retrouve tous ici, donc c'est comme ça qu'ils disent bon, allez, vas-y et tout, il faut que tu m'apprennes bien et tout ce qui se passe là-bas, parce qu'avec le mouvement de la nouvelle danse qui a été créé, l'ancham, c'est pas si connu que ce que vous avez fait avec le jazzé. Et des fois les gens et tout, ils me demandent et tout dans la danse et tout dans les battles, pourquoi et tout, je fais pas de jazzé aussi quand je freestyle par exemple. Donc c'est ça un peu. Juste ce que tu as dit tout à l'heure, tu parlais de step. Oui. Et tout à l'heure, en fait, c'est un peu ça qu'on voulait. Je pense quand on parlait du Bernie ou du Bart Simpson et tout, en fait, on pourrait peut-être dire que c'est des steps, c'est pas vraiment des danses. Donc, juste pour faire le rapprochement. Et ce que tu as dit, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui valorise tellement la nouveauté. Et il y a plein de gens, d'ailleurs, j'ai vu plein de gens qui m'envoient des profils parfois en disant « Je veux danser pour toi, j'ai créé une danse ». Tout le monde qui crée des danses, en fait, le fait de dire j'ai créé une danse et ça a tel nom, les gens font leur propre relation publique, ils disent voilà, c'est super, c'est nouveau, c'est un peu comme un produit qu'on vendrait. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens essayent tout le temps de créer leur danse, la nouvelle danse, et que les choses évoluent encore plus vite. Et du coup, peut-être ils s'intéressent encore moins aux origines des choses qu'avant, à notre époque. Ouais, mais tout le monde veut être en fait son propre boss. Tout le monde veut être son propre individualiste. Tout le monde veut avoir sa propre marque sur le marché, qu'on puisse dire et tout. Ouais, non, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi le boss et tout. Voilà, tout le monde veut ça. C'est le même problème qui s'est aussi passé déjà quand on a lancé la danse. On l'a pas créé en disant et tout. Voilà, c'est la nouvelle danse. C'est pas nous qui avons décidé ça en fait. C'est que si ça a pris et que tout le monde a aimé, la population a aimé et que c'est parti tout seul. C'est ça. C'est la nouvelle danse qui a été là en fait. Tu vois, c'est pas nous qui avons décidé, c'est la population qui a décidé que le mouvement que vous avez lancé, continuez à le développer parce que ça nous plaît. C'est ça. Ouais, corporellement en fait, c'est pour ça que tout à l'heure je faisais le parallèle. Tout à l'heure quand je disais que c'était des jeunes qui avaient commencé le popping, le locking, ils n'avaient pas vu, ils se disaient pas ça va envahir le monde entier. Juste sur l'instant, ça a l'air de plaire à mon oncle, à ma tante, aux voisins, à la ville d'à côté. Ils aiment bien ce qu'on fait. Bon, on va continuer. Et puis ça a marché, ça a intéressé des producteurs, des gens qui peuvent financer le truc, mais à la base, c'est souvent juste comme ça, c'est organique. C'est vraiment quelque chose d'organique à l'échelle des gens, quoi. C'est quelque chose dans un contexte, c'est ça. Ça doit être naturel. Parce que quand tu t'élèves en disant ouais, je vais créer ça et que c'est la nouvelle danse, il n'y a pas la même magie en fait. Ben non, tu forces. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, si tout le monde s'amuse à piocher comme ça à droite à gauche, je dis pas que c'est pas bien, je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis que si le phénomène devient global et que tout le monde s'amuse à faire ça. On a le phénomène TikTok qui se crée du coup. C'est-à-dire c'est ça le phénomène TikTok quelque part. C'est il faut que ça aille vite, il faut que ça soit nouveau, il faut que chaque semaine il y ait un nouveau truc, il faut que chaque semaine il y ait un nouveau créateur. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les choses se créent pas aussi avec. Surtout rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme aussi. Ouais. Lavoisier. Une question. Mais là-dessus, justement, en vous écoutant parler, aussi en ce que tu disais, Baro,
Je réfléchissais un peu à ce qui a été posé tout à l'heure autour de l'émulation, de qu'est-ce qui fait que la danse se fait. Et là, ce qui m'a fait tilter, c'est que je me suis dit, ok, pour ta danse, vous êtes aussi passé par l'étape battle, qui pour moi est plutôt quelque chose de vraiment spécifique au hip-hop. Et je repensais au travail de parterre, danse des guerriers de la ville. Est-ce que l'émulation, c'est nécessairement le combat ? Alors que tout à l'heure, on a aussi nommé voilà, la culture de Zoulou, de l'unité. Et je sais que pour moi, dans ma pratique de la danse, il y a un gros rapport au rituel. Et donc je me demandais si cette simulation, elle vient forcément dans des rapports de compétition et de confrontation, ou si on remonte à d'autres origines, est-ce qu'il y a d'autres modalités d'émulation collective qui ne soient pas forcément conflictuelles, ou est-ce qu'au contraire, et je ne trouve pas ça inintéressant, on a aussi des traditions du conflit, de l'opposition, de la confrontation. Merci Stéphane. Donc Stéphane qui danse dans À mon bel amour, une pièce de la compagnie Parterre qui date de 2019. Donc toi tu fais du voguing old way. Donc c'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans les mêmes dynamiques. Et chez vous il n'y a vraiment pas, je pense, la notion de conflit, etc. justement n'est pas du tout placée au même endroit. Et d'ailleurs, j'avais entendu dire dans des docus que à l'époque où le hip-hop se créait dans les années 70-80 à New York, il y avait justement plein de danseurs qui n'avaient pas envie d'être dans ces trucs de gang, etc., et qui se sont dirigés vers les clubs de house où se sont développés la house dance et le voguing qui sont issus de ces musiques-là. Et donc vraiment dans cette espèce d'esprit familial où il y a de l'inclusion et où il n'y a pas forcément besoin d'être dans une compétition, etc. Et donc vous avez des rapports totalement différents entre vous et aussi. C'est beaucoup moins, en tout cas que le break, l'héritage de la culture des gangs et comme le break, vraiment l'image du gangster, du rappeur, etc. On n'est pas du tout dans ça. Mais tout à l'heure, je pense qu'on n'a peut-être pas assez appuyé sur... Le fait que les danses locking, popping, toutes ces danses sociales, urbaines, afro-américaines viennent d'un héritage de danse sociale, et peut-être qu'on n'a pas assez défini les danses sociales. Pascal, je ne sais pas si tu voulais... Je crois qu'on l'avait fait. Mais ok, danse sociale, comme a dit Barreau tout à l'heure, c'est le même phénomène. Aux États-Unis, c'est la même chose. Les danses sociales, c'est les danses que tout le monde fait. Voilà. Et par exemple, le pop, c'est une danse, voilà, c'est une danse où vous avez des contractions musculaires comme ça qui se font sur le rythme de la musique. Ça vient d'une danse sociale qu'on appelle le jerk dans les années 60, qui est celle-ci. Et c'est une danse que tout le monde pratiquait. Les Noirs, les Blancs, les Latinos, tout le monde faisait cette danse. C'était une danse du moment à un moment donné. Et il y a un jeune garçon qui s'est dit c'est marrant ce mouvement où on voit ce réflexe rythmique qui apparaît, j'ai envie de l'isoler et de le prendre juste pour faire comme ça avec et pouvoir danser comme ça avec. Et voilà, il a développé à partir de ça une mécanique et une logique de danse. Et c'est comme ça, en fait, pour toutes les danses urbaines, pratiquement, ça vient d'une danse traditionnelle, une danse sociale, peu importe comment vous l'appelez, une danse du peuple, qui est une danse organique qui se diffuse comme ça, et à un moment donné, quelqu'un décide de poser un autre imaginaire, d'isoler quelque chose et de le figer. Sur ce que tu dis, Stéphane, par rapport au battle et tout ça, moi je pense que c'est présent dans toutes les danses depuis toujours. Mais ça s'appelle pas battle, c'est pas sous le même, c'est pas présenté de la même manière. Par exemple, je vais parler pour ma discipline, le popping. Et le locking, vous avez le principe d'émulation, c'est-à-dire le principe de danser. Tu danses, je danse, tu danses, je danse. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, je te montre ce que je sais faire. Ah, purée, t'es bon, bah, je vais essayer d'être aussi bon, je vais essayer de te dépasser. C'est un truc qui existe même en danse classique, en fait. C'est un truc qui existe... on voit les danseurs de claquettes dans les années 40, 50 qui le font déjà. Dans le Lindy Hop, on le voit déjà dans les années 30. On voit déjà les danseurs qui se chauffent entre eux. Mais c'est pas obligé d'être aussi... mise en scène comme dans le break, c'est-à-dire le break à un moment donné ils ont mis en scène ça, ils ont dit ok tu sais que toi contre moi comme si c'était un match de boxe et là c'est devenu ça. Il y a beaucoup d'acting au final. Et c'est vraiment une mise en scène exactement. Le popping et le locking c'est pas ça à la base. Le walking à la base eux ils faisaient que des contests, ce qu'ils appellent des concours de danse, donc c'était juste bonjour j'arrive je danse, voilà je pars,
Je danse pas face à quelqu'un. J'essaie pas d'annuler sa danse. J'essaie pas de détruire sa danse. J'essaie juste de bien danser et puis de voir ce que ça donne. C'était plus ça. Et après, le modèle du battle a été repris parce qu'à mon avis, le monde d'aujourd'hui, quoi, c'est plus efficace, c'est mieux de se battre, c'est mieux de détruire quelqu'un. C'est rentable surtout. La guerre est rentable, d'ailleurs. Et puis en plus, ouais, peut-être que c'est plus rentable quelque part. Et puis il y a quelque chose qui est de plus grisant à voir des gens qui s'affrontent. Voilà. Et puis. Non, mais c'est clair que ça a été amplifié parce que c'est facile à commercialiser. C'est comme c'est télévisuel. Enfin, il y a un truc qui est accessible à tout le monde, etc. Mais donc c'est super la précision que tu as faite sur les danses sociales. Mais par rapport à la question de Stéphane, je voulais dire que juste les danses sociales, en fait, il y a des danses sociales urbaines, il y a des danses sociales traditionnelles. Avant tout, ça se pratique juste en communauté pour s'amuser, justement dans un système d'empathie, souvent sous la forme du cercle, ou en tout cas où tout le monde est un peu comme il veut, et il y a une mamie qui va danser avec un enfant, l'enfant va imiter, il va venir embêter un tel, on va lui dire vas-y, t'es un petit, laisse-nous danser entre grands, il va revenir, etc. Donc c'est vraiment le côté social dans le sens où il y a de l'intergénérationnel et où c'est dans un espace personnel ou privé ou public, mais en tout cas non institutionnalisé. Et c'est pour ça que des fois, quand on se pose la question pourquoi en France on voit moins ça, ça peut paraître assez triste parce que ça veut dire beaucoup de choses, ce que tu viens de dire. La mamie qui danse avec le petit de 7 ans, de 5 ans et qui s'amusent et qui font la même danse. Et ça, le moins le voir aujourd'hui dans les pays occidentaux, bah, ça en dit long en fait. C'est un petit peu. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur la ringardisation des danses traditionnelles régionales, par exemple en France, où le petit qui s'habille en américain parce que c'est comme ça qu'il faut s'habiller aujourd'hui, il va pas faire la danse basque de sa grand-mère parce que c'est trop la honte, quoi. Alors que vous allez dans d'autres endroits, vous allez aux Antilles, vous allez au Brésil, vous allez aux États-Unis, vous allez au Gabon, bah, vous allez le voir. Il y a un problème quand même en France de perception, de hiérarchisation des cultures. Et le mot folklorique d'ailleurs aussi est particulièrement fait du mal. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Il y a une question derrière. J'ai une remarque et une question à la fois. Déjà, merci pour toutes ces questions qui sont hyper profondes et hyper intéressantes, notamment toutes les interventions. Ce que je me disais, c'est qu'on perçoit à travers tout ce débat que la musique, elle est fondamentale. Que ce soit pour les danses populaires, comme vous l'avez décrite avec le ney-ney, pour ce qui est plus récent, ou le funky chicken, et aussi pour les danses complexes, parce que ça part aussi beaucoup d'un sentiment d'appartenance, soit à un groupe d'amis, comme on l'a pu le voir là, ou quelque chose de plus global, une culture qui est beaucoup plus forte, et ça devient à un moment donné effectivement une danse complexe. Et ce qu'on a vu, ce qu'on a décrit, c'est qu'en France, on s'est beaucoup approprié ce qu'il y avait aux États-Unis. Le break, tu en as beaucoup parlé, Anne, notamment, tu l'as dit, avec Actual Force, je pense que c'est ceux que tu avais en tête, qui ont beaucoup influencé les Américains aussi par leur approche. Créteil Style aussi. Créteil Style, bien sûr, ah bah oui. Créteil Style. Et donc on voit qu'il y a quand même une identité française dans toutes les danses appropriées, c'est pas forcément le bon terme, mais qu'on récupère en France. Il y a une identité, il y a un style français dans la façon de danser. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que, et vous l'avez aussi soulevé sans totalement y répondre, je crois, c'est est-ce que nous, en France, on a une danse complexe qui est née? Parce que finalement aussi, elle dépend d'une musique. Est-ce qu'il y a une musique française? Est-ce que... Je suis d'accord. Bah, c'est un peu la question qu'on pose en fait en faisant cette discussion, c'est-à-dire pour qu'il y ait une danse qui apparaisse naturellement, organiquement, faut qu'il y ait une musique qui apparaisse aussi organiquement, etc. Sinon, c'est surfait. Le rap en France, l'histoire du rap en France, c'est une catastrophe parce que il y avait eu une certaine émergence du rap dans les quartiers qui était parfois assez axée sur le rap conscient, le rap politique ou poétique, hein, même MC Solar. Tous ces courants ont disparu parce que les majors ont pris le contrôle de la situation et aujourd'hui on est vraiment au service de la vente de voitures, de la pornographie, etc. Et en tout cas pas de quelque chose qui soit fédérateur. Et bon, en tout cas la qualité, les prods, etc. c'est pas mieux que ce qu'on peut entendre qui vient d'ailleurs, puisque ailleurs ça vient pas, c'est pas un truc fabriqué. Donc pour que ça crée une émulation suffisante à faire émerger un nouveau courant, je pense que par rapport à la musique hip-hop, en tout cas, on en est loin. Je suis pas fan,
mais tu as eu la tectonique, tu as eu ce qu'on appelle l'électro aujourd'hui, et c'est français. C'est un mouvement français. Mais c'est pas groovy, t'as vu, du coup, parce qu'il y a eu l'électro. Pour moi, c'est pas, ça groove pas. Il y a pas ça, de c'est autre chose. c'est tout parce en tout que cas, il y a eu parce qu'il y a eu une coupure. Non, juste pour dire qu'il y a eu une coupure, que c'est quelque chose qui a été réinventé par besoin de créer une nouvelle danse, etc. en boîte de nuit, en fait, électro. Mais il n'y avait pas tout cet héritage, par exemple, des soul dance, etc., qu'il y avait dans le hip-hop. Ça vient pas de la même branche. Je ne connais pas bien l'historique. Mais ce qui fait qu'on est dans un truc, déjà, qui a une histoire différente, mais qui est peut-être moins complexe, en tout cas au niveau du groove, même s'ils ont développé une autre complexité dans les mouvements, etc., et qui, du coup, peut-être a donné lieu à moins de diversification. Au niveau derrière. du groove, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas énormément de groove. C'est très... au niveau de la complexité de la danse, ça se développe encore, donc tu sens qu'ils cherchent encore à mélanger, à trouver aussi, mais il y a quand même une identité qui s'est faite. Moi, j'ai jamais été fan, par exemple, pour le coup, mais à l'époque déjà, je devais reconnaître que c'était des jeunes, des ados, des jeunes adultes. Ils avaient une esthétique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y avait une esthétique visuelle. Ils avaient des musiques qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc il y avait quelque chose qui s'est fait. Après, ça a été très éphémère quand même, mais même s'il y a encore des traces de tout ça, ça a quand même été très éphémère. Peut-être, par rapport à ce que tu dis, peut-être parce qu'à un moment donné, le groove aussi, ça fait aussi du lien aussi avec les gens et que ça ouvre peut-être moins de portes. Ça ouvre peut-être moins de portes que des danses qui ont tout un héritage derrière, avec des complexités, pas seulement de vocabulaire, mais aussi de groove, de rythme, etc., qui ont donné naissance à plein de courants derrière. Mais par rapport à ce que tu as dit aussi au début, je te laisse rebondir après. En fait, c'est vrai que la musique, c'est beaucoup plus facile. Ça fédère beaucoup plus parce que écouter de la musique, c'est donné à beaucoup plus de monde que pratiquer une danse. Parce que pour pratiquer une danse, faut se voir, faut avoir un espace. Donc ça peut être l'espace public, mais ça peut être la boîte de nuit ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que la musique a vraiment cette capacité à fédérer. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, la musique en France, c'est une catastrophe, je trouve. Alors que la danse, il y a quelque chose qui est resté beaucoup plus brute et où on trouve des identités artistiques, des personnes qui sont passionnés, qui ont développé des choses, etc. Peut-être plus que dans la musique, en tout cas connue. Il y a sûrement des trucs underground qui sont bien. Parce que comme c'est plus visible et plus important, que ça peut avoir plus d'effet sur la population, du coup, ça a été mis sous contrôle à la fois médiatiquement, au niveau monétaire, etc. Donc malheureusement, ce média d'émancipation, je pense qu'il a vite été coupé. Pour revenir sur la tectonique, la danse électro, il y a cette idée que tu racontais tout à l'heure, qu'il y a des codes qui se sont aussi mis en place pour presque en faire une culture finalement, quelque chose qui soit comprise et appropriée par plusieurs personnes. C'est pour compléter. Oui. C'est vrai. Merci. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions ? Voilà, une ou deux questions. Ok. Bon, on est pile dans le timing. Encore merci à tous pour vos questions, pour votre écoute. Et donc, merci Pascal Luce. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être aussi si quelqu'un veut des cours particuliers ou des choses comme ça. N'hésitez pas. Et Baro aussi donne pas mal de cours. Vous pouvez nous retrouver sur les médias de chacun. Et merci encore et à bientôt.